Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Wenenstein. Aurélie est une autrice prolifique, habitée par le thème des animaux et par ce que l'animalité évoque en nous. Alors elle écrit des histoires, souvent de fantaisie, dans lesquelles les animaux ont une place centrale. Aurélie a créé une œuvre avec une réelle personnalité, et j'ai eu envie qu'elle nous raconte son parcours et sa vision de la création. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour à tous, ravie d'être ici. Merci d'être venue, ça me fait très plaisir de pouvoir te parler. On va sûrement parler à nouveau d'animalité, mais en préparant cette interview, je suis tombé sur une petite anecdote, et j'ai compris que tous les animaux n'étaient pas tes amis. Nous avons un point commun, c'est la peur des cafards, donc je me demandais, est-ce que tu avais réussi à la dépasser, à la dominer, et si oui, est-ce que tu avais un truc pour moi? C'est un trauma que j'ai depuis l'enfance, donc c'est pour ça que les cafards malheureusement ne sont pas mes amis. J'ai eu beaucoup de malheur avec eux quand j'étais petite. J'habitais dans une grande tour qui était infestée de cafards. Et donc voilà, j'en ai eu dans mon lit, j'en ai eu dans ma nourriture, enfin c'était assez hard. Et non, j'ai pas trouvé de manière de dépasser cette phobie-là. Après bon, ça va, hein, j'ai été habituée à être avec eux, quoi, mais ouais, c'est le seul animal, je crois, qui provoque en moi un petit frisson de répulsion. Ok, oui, je comprends. Mmh. Est-ce que, ouais, c'est quand tu parles d'animaux, d'animalité, on voit bien là que tu parlais de cafards. Il y a aussi, c'est un moyen de jouer avec les peurs, parce que tu vois, on a tous des peurs de certains animaux, donc de faire un peu un reflet ou un miroir avec un peu les peurs de tous. C'est comment tu vois cette animalité-là? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'avec le dernier, je sais que beaucoup de lecteurs... Donc le dernier, c'est L'épée, la famine et la peste, où l'araignée a une place centrale. Et je pense qu'effectivement, des lecteurs pourront se dire non, moi là j'ai pas envie, l'araignée est un animal qui me fait peur, dont j'ai la phobie, qui me dégoûte, et c'est pas du tout moi mon intention de révulser le lecteur avec l'araignée. L'araignée est aussi un animal très créateur qui tisse des toiles magnifiques. Cela peut être aussi un beau symbole de l'écriture, de tisser la toile d'une histoire. Et donc je pense que ça va aussi au-delà de cette dimension horrifique qui existe dans le bouquin. Je ne vais pas nier non plus qu'il y a quelques scènes qui sont un peu frissonnantes avec ces animaux-là. Il y a une scène dans le tome 2 qui sera peut-être un peu dure pour les lecteurs arachnophobes, où il y a une araignée dans la bouche d'un personnage. Mais sinon, non, voilà, la volonté, c'est vraiment pas de mettre des personnages animaux dans des positions de répugner le lecteur, au contraire. Et là, les personnages vont être aussi du côté des animaux, du côté du cerf, marcher à côté du loup, marcher à côté des araignées, et comment vont au départ leurs relations peuvent être dures et horrifiques et angoissantes, mais voilà, comment on va tisser des liens entre les personnages, avec les animaux et tout ça. C'est vraiment le propos de cette histoire. Ouais, t'es plus du côté du coup du lien avec l'animal que de l'opposition entre l'homme et l'animal. Oui, même si c'est pas flagrant, hein, je l'entends bien, parce que c'est pareil dans Mère Morte, hein. Quand on commence à lire Mère Morte, où en fait, donc dans Mère Morte, la mère a disparu et revient tuée par l'homme, hein, au sens propre, et revient sous forme fantôme pour hanter les humains. Et donc dans les flots fantômes, il y a des animaux fantômes décharnés qui portent un peu comme des zombies les marques de leurs anciennes blessures, des cicatrices absolument hideuses et tout ça. Donc il y a une dimension très effrayante en fait du surgissement de l'animal fantôme.
Mais encore une fois, on va aller au-delà. Quand on avance dans Mer Morte, quand on franchit les pages de cette histoire, on va commencer à voir les choses autrement. Et à travers le point de vue du personnage principal, d'Oural, qui est un exorciste, qui combat les fantômes à la base. Et voilà, comment son point de vue, lui, va évoluer sur ça. Donc voilà, L'épée, la famine et la peste, c'est aussi un peu la même chose. J'aime bien les trajectoires très fortes d'évolution de personnages qui vont vraiment d'un point A à un point Z. Donc voilà, l'idée c'est d'emmener les gens quelque part. Ok. On va pouvoir parler de tes débuts dans l'écriture, parce qu'effectivement, je disais que tu avais été très prolifique. Alors, je crois que tu dois être on a peut-être dépassé ou on approche les 10 romans. J'ai 12. compté 12 romans, 26 nouvelles, j'ai compté dans ce que j'ai pu recenser. Donc, c'est assez, c'est assez énorme. Comment tu en es venu à l'écriture? Pourquoi tu t'es mis à écrire? Et en plus, après, avec un rythme impressionnant. Alors c'est une vraie vocation. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas ça a toujours été là. Parce que je savais pas encore écrire que je racontais déjà des histoires. Ça a même beaucoup inquiété ma mère parce qu'apparemment j'étais très mythomane. Je racontais n'importe quoi. C'est pour expliquer, pour faire des excuses, je racontais qu'il y avait un fantôme qui avait volé mes devoirs. Enfin, je racontais n'importe quoi. Je racontais des histoires, quoi. Une imagination débordante. Et assez vite, je suis venue à la fanfiction, en fait, comme peut faire des gosses. J'ai fait de la fanfiction de mes dessins animés. J'écrivais des histoires à partir des personnages des dessins animés que j'aimais bien. Et j'avais déjà un imaginaire très hanté par les animaux, par le fait que les humains faisaient du mal aux animaux, que moi j'étais pas d'accord avec ça, et que je voulais que les animaux se révoltent contre les humains. Donc j'écrivais des histoires et j'inventais des histoires par oral de loups qui revenaient dans les villages pour dévaster les villages des hommes et tout ça. J'avais une imagination déjà très très portée sur la vengeance de la nature, un peu comme ce qui va arriver très fort dans Mer Morte. Mm. Et donc au niveau des lectures, une rencontre importante pour moi qui va peut-être parler aux auditeurs qui ont à peu près mon âge, c'était Philippe Ebli, qui est un auteur d'imaginaire à la Bibliothèque Verte, donc pour les enfants. Et nous, les gosses des années 80, ben voilà, on a eu l'opportunité de lire du Philippe Ebli qui était vraiment très très bien. C'était vraiment de la SF pour les jeunes, de très très bonne qualité. Et ouais, vraiment coup de cœur pour ça. J'ai lu avec mes amis, vraiment, en plus on se partageait des bouquins. J'ai lu quasiment tous les Philippe Ebli, je crois. Et je pense que ça a été quand même une étape déterminante dans mon parcours d'auteur d'imaginaire. Et par la suite, plus âgé, à 13 ans, j'ai découvert Stephen King. Donc là, nouvelle étape déterminante pour moi, la rencontre avec King. Et je pense que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un métier et qu'on pouvait faire le métier d'écrivain. Je me suis dit, mais oui, mais c'est extra, moi, c'est ça que je veux faire. Alors après, j'ai un peu hésité malgré tout. J'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement à partir de l'adolescence, mais en même temps, je dessinais, donc je me suis un peu cherchée entre la BD et le roman, jusqu'à ce que vraiment, vers 17 ans, je me dise, non, mais il faut que tu te spécialises parce que tu pourras pas tenir les deux en même temps, tu seras bonne nulle part. Donc, choisis. Et comme en fait, je trouvais que la BD allait trop lentement, que je passais des après-midi entières à dessiner des fenêtres d'immeubles parce que j'ai dessiné des histoires qui se passaient dans des environnements urbains. Donc je me suis dit non, je ne veux pas passer ma vie à dessiner des fenêtres. Je veux que ça aille vite. Je veux arriver le plus vite possible à la jouissance parce que c'est vraiment ça. Et donc j'ai choisi l'écriture qui va vite. Et moi, je suis quelqu'un qui va vite. Tu vois, quand tu dis t'as un tempo, t'es prolifique, c'est aussi parce que j'aime la vitesse et travailler beaucoup et vite. Donc j'ai choisi l'écriture. J'ai énormément écrit quand j'avais 18, 19 ans. C'est là où j'ai sorti toutes mes trilogies de fantasy. En fait, à l'époque, j'avais pas non plus. Je me jugeais pas trop. J'étais très libre. Je sortais les trucs en premier jet. Je corrigeais pas. Je faisais lire à ma mère. Je disais tiens, lis. Et voilà, et ça s'arrêtait là. Et après, je remisais ça dans un tiroir, et puis c'était fini. Donc en fait, je pense que ça m'a aussi pas mal aidé parce que j'ai pas eu un vrai désir de publication, et du coup, j'ai lâché de façon assez libre beaucoup d'idées sur le papier à cette époque-là.
Et c'est vraiment sur le tard, vers... quel âge j'avais? Je crois que j'avais 23, 24, où je me suis dit, non mais en fait, maintenant t'es prête. Essaie de faire un récit que tu pourrais faire publier. Et à partir de là, j'ai commencé à envoyer à des éditeurs et ça n'a pas marché, hein. Au début, ça n'a pas marché. C'est aussi pour ça... Tu m'arrêtes, hein, si je parle trop, hein. Non, non, c'est très bien, c'est parfait. Ok. J'ai enchaîné sur les nouvelles. Parce que donc j'arrivais pas à faire publier mes romans et un des conseils, hein, qui peut être donné aux jeunes, c'est mais fais tes armes avec des nouvelles. Donc j'ai dit bah ok, pourquoi pas, je vais faire ça. Et c'est là où j'ai décroché effectivement mes premières publications, ce qui est pas inintéressant effectivement comme expérience, même si c'est pas forcément vrai pour tout le monde, hein. Faut pas vous forcer à faire des nouvelles si vous aimez pas ça. Mais ou si c'est un format qui convient pas, parce que c'est quand même un format qui est très différent du roman, hein, malgré tout. Et c'est pas parce qu'on écrit beaucoup de nouvelles qu'on va devenir meilleur romancier. Ça, je vais y revenir après. Donc j'ai écrit des nouvelles un peu pour expérimenter des trucs. C'était un peu un labo. Pareil, je lâchais des choses. Et donc là, j'ai eu mes premières publis, ce qui est pas mal pour la confiance en soi. Ça, il faut bien reconnaître que c'est quand même une première mini-validation. On publie dans des fanzines, dans des formats qui sont pas beaucoup lus, mais qui sont quand même une première étape dans un parcours d'auteur, et qui donne confiance, et qui permet d'approcher des corrections éditoriales, et qui permet d'approcher des lecteurs, en fait. Donc c'est là où j'ai eu mes premiers lecteurs, des premiers retours sur le texte extérieur, vraiment plus que ma mère, en fait. Et quand même, au bout d'avoir écrit beaucoup de nouvelles, mon copain m'a dit non mais arrête, parce que là t'es en train de... Tu perds en fait ton objectif, qui était ton objectif d'être romancière. Donc arrête les nouvelles, parce que je commençais à beaucoup publier en fait. J'avais vraiment beaucoup de publications par an. Ça marchait vraiment, et en même temps c'était pas ça. Moi mon objectif à la base c'était pas d'être novelliste, c'était vraiment d'être romancier. Donc j'ai dit ouais t'as raison, j'arrête. Et donc j'ai recommencé sur du roman. Et après bien du travail, j'ai publié mon premier roman à 27 ans, qui s'appelle Le Cheval et l'Ombre, et c'était dans une petite maison d'édition qui s'appelait Sortilège et qui malheureusement a fermé quelques mois après. Mais c'était ma première expérience de publication de roman, était celle-là. Et donc, par la suite, je me suis dit, ok, c'était une première expérience, c'était chouette, mais il n'y avait pas de diffuseur, il n'y avait pas de présence en librairie. Ça avait été un peu décevant pour moi. Donc, je me suis dit, écoute, pour le prochain, tu te bats et tu trouves un éditeur qui est diffusé en librairie. J'ai écrit Le Roi des Fauves. Et je me suis dit, là, tu tiens quelque chose. Pour moi, j'ai eu cette espèce de conscience de dire, Le Roi des Fauves, c'est un roman qui est appelé à être publié et à être lu. Et vraiment, j'avais une confiance en moi incroyable. Et en fait, j'ai commencé à envoyer des éditeurs et ça s'est très mal passé. J'ai eu des refus et des refus et des refus. J'étais au fond du trou. En plus, c'est assez terrible parce qu'il y a certains éditeurs qui ne répondent pas. Donc, vous avez l'impression d'avoir jeté vraiment le roman de votre vie. Vous avez mis toute votre âme dans un puits et qui ne remonte jamais à la surface. Donc ça, c'était dur. Ouais, ça a duré 1 an et demi, quand même, ma recherche éditoriale, jusqu'à ce que je trouve Scrinéo. Et là, la porte s'ouvre. Donc, et en fait, là, tout s'est débloqué en même temps. C'est-à-dire que, quand même, pendant 1 an et demi que je faisais des recherches éditoriales, j'avais aussi écrit Chevaux de foudre. Et j'ai eu les 2 contrats, 1 semaine d'intervalle, je crois. Donc, Scrinéo pour Le Roi des Fauves, et Chevaux de foudre a été signé par Magnard, donc un gros éditeur jeunesse. Et à partir de là, c'était parti, quoi. Là, ça a vraiment décollé. Ok. Dans les 3 premiers romans que tu as faits, tu as ciblé jeunesse ou young adult. C'était un choix délibéré ou c'était parce que tu étais habitué à ce format d'aventure, en fait? C'est ça qui est beau dans le format jeunesse, young adult, c'est vraiment de l'épique, de l'aventure, et c'est ouais, ça prend, ça emporte, quoi. Pas vraiment. Alors, en fait, pour Le Cheval et l'Ombre, pour Chevaux de foudre, je les ai imaginés comme des romans jeunesse, bien sûr. Ça, c'est évident. Je les ai construits comme tels, c'était mon désir et c'était mon objectif.
Pour Le Roi des Fauves, en fait, je sais même pas si je connaissais le Young Adult à l'époque. On est en 2014 et, et moi j'ai écrit donc Le Roi des Fauves encore avant, j'ai dû commencer vers 2012. Et non, enfin à l'époque je me suis pas dit je vais écrire de Young Adult en fait. C'est Scrinéo qui m'a dit voilà, nous on lance cette collection Young Adult. Ils avaient je crois publié un roman avant. Dans la collection c'était le premier de Nadia Coste, qui est un roman formidable que j'ai beaucoup aimé, sur le premier vampire et le premier loup-garou, que je recommande à tout le monde. Et donc moi j'arrive là-dedans et il dit voilà, on peut te publier avec dans la même veine que Nadia. En plus c'était quand même de la dark fantasy tous les deux, hein, Le Roi des Fauves et Nadia. On est sur des romans effectivement qui rentrent dans la catégorie, qui peuvent rentrer dans la catégorie young adult, mais qui étaient sombres quoi. Nadia, elle y va. Hein, dans le premier, il y a quand même du découpage de bébés à la hache. Hein, il s'appelle comment celui de Nadia Le premier. Coste? Le premier. Okay. Et le premier vampire, le premier loup-garou. Et donc voilà, moi franchement je me suis pas dit non c'est du young adulte, c'est plus tard les gens m'ont dit oui c'est du young adulte, mais encore aujourd'hui en fait, moi cette case-là, j'ai jamais bien comprise en fait. Même encore aujourd'hui je l'ai pas bien comprise parce que on me met souvent mes romans en young adulte, alors que je peux avoir pas forcément des problématiques adolescentes au sens propre. Donc je sais pas. Par contre, quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui je crois marche très bien dans ce format YK, c'est que je veux du page turner. Je veux que les livres soient faciles à lire. Je ne veux pas emmerder le lecteur. Je veux que quand il commence à lire le livre, il tourne les pages et que ce soit une expérience qui lui soit agréable et qui passe un super bon moment. Et encore une fois, quand je parlais de vitesse tout à l'heure, et que ça aille vite. Je veux pas qu'ils mettent un mois à lire mon bouquin et que ça traîne et que ce soit chiant. Et ça, je pense que ça rejoint un peu les problématiques cette case du young adulte, du récit qui va vite. Parce que moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Quand je lis du YK, quand je lis Hunger Games, quand je lis Le Labyrinthe, c'est que ça speed et que vraiment ce soit du page turner et qu'on dévore le bouquin. Et ça j'adore. J'ai un peu quand je parlais d'aventure, etc., c'est vraiment ça, c'est vraiment le sens, l'émerveillement. Alors j'ai un souvenir moi de jeunesse, je pense qu'il a mal vieilli ce film, mais il y avait cette histoire de Young Sherlock Holmes, le Sherlock Holmes jeune avec le secret de la pyramide et des choses comme ça, un peu des trucs qui emportent. Ce qui est intéressant dans toi, ce que tu fais, c'est vraiment, j'ai lu tous les pitchs, etc. Je les trouve incroyables parce que à chaque fois il y a un concept fou derrière le roman, et je pense que ça joue aussi, et ça, ouais, je sais pas comment tu fais pour réussir à aboutir à distiller un concept comme ça, et puis après à le dérouler. Mais à chaque fois on se dit, on lit le pitch et on se dit oh là là, mon Dieu, c'est prometteur. Merci. Alors je ne sais pas non plus. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est très mystérieux, et tant mieux. Pour moi, l'écriture, il y a quand même une part de magie dans l'écriture, une page de connexion aux esprits. Quand j'étais plus jeune, je parlais d'exorcisme. Hein, c'était vraiment combattre les démons, exorciser des démons. Et je sais pas, j'ai cette impression toujours finalement d'être traversée par une histoire, d'être choisie par une histoire qui serait là, qui flotte dans l'air du temps, dans le zeitgeist, des idées d'ailleurs qui peuvent être partagées hein, par différents auteurs qui sont là et qui choisissent vous pour s'incarner. Donc merci à elle de venir, de passer. Et on est un peu au service de cette histoire pour la faire transvaser dans notre monde. Hein. C'est aussi quelque chose d'attrayant et de fantastique. Et il y a une transe hein, de l'écriture. C'est pour ça que j'écris. C'est pour ce qu'on appelle le flow, d'être envahi par une histoire, que la pièce dans laquelle vous écrivez disparaisse et que vous soyez vraiment absorbé par le récit que vous êtes en train d'écrire. Donc ça c'est formidable. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de dur et c'est un arrachement et d'arracher justement l'histoire
l'idée au néant dans lequel elle était pour l'amener dans notre dimension. C'est quelque chose d'assez étrange. Et moi, j'aime bien cette magie-là, cette étrangeté-là. Mais après, du coup, je suis incapable d'expliquer plus que ça d'où sont Oui. venues les idées. Alors après, j'exagère parce que j'ai parlé de l'ère du temps. Oui, on est quand même, les histoires qu'on écrit ont toujours prennent aussi leurs racines dans notre propre vie, dans notre personnalité, dans la façon dont on est confronté à l'actualité. Donc, je sais pas, pour reprendre Mère morte a une dimension euh, complètement extraordinaire et fantastique. On parle quand même d'une mère fantôme qui déferle sur le monde avec des animaux fantômes. Et en même temps, Mère Morte parle du monde d'aujourd'hui, tout le temps, à chaque Oui. page. On est dans qu'est-ce que l'homme fait aux océans, qu'est-ce que l'homme fait aux animaux, quel rapport nous avons avec la mer et les animaux marins. Et c'est pas terrible. Et c'est pas terrible. Et le roman dénonce les exactions qu'on commet nous les humains sur le monde marin, que ce soit par la surpêche, par la pollution, par la capture des animaux pour le divertissement, les hydrocarbures déversés dans les océans, etc. etc., etc. Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là, une rencontre entre cette magie et un quotidien bien ancré dans le sol. Ouais, il y a une espèce de mythologie, tu transformes le quotidien en une espèce de nouvelle mythologie voilà, qui lui donne une ampleur et un corps, quoi. C'est aussi, en parlant de mythologie, bien sûr, ça peut être une très grande source d'inspiration. Pour le roi des fauves, notamment, j'étais partie de la mythologie nordique et de la figure du berserk. Et d'ailleurs, ce roman est né d'une certaine façon aux Imaginales, dans une conférence sur les berserks. J'avais trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, mais ouais, je pourrais comment dire, pas le réinventer, c'est pas le bon mot, mais s'en inspirer pour le transposer dans une histoire de fantasy, quoi, de fantasy médiévale. Donc voilà, le roi des fauves est parti de la mythologie nordique. Le roi des fauves, oui, il a eu des tonnes de prix, en fait. Il a été super bien accueilli dans les festivals. Alors, je crois que c'était Aliénal, qui a eu le prix Aliénal, ouais. Tu étais finaliste Elbakin, finaliste du Grand Prix Moi, Imaginaire. Ouais, c'est un j'ai eu accueil beaucoup, beaucoup de superbe. chance. Et ouais, je pense que ça m'a beaucoup. Vraiment, les prix m'ont énormément aidé. Énormément aidé. Dans le lancement de ma jeune carrière, le Roi des Fauves, il a été sélectionné à 7 prix. Et du coup, on en a parlé un peu partout. Et ça lui a permis de décoller, parce qu'à la base, vous n'êtes pas connu, hein. Vous êtes personne, le bouquin il est là, comment le lecteur va tomber sur lui. En plus j'étais catastrophée au début parce qu'il avait été mal classé à la FNAC, il était classé chez les enfants. Et limite, il était classé à côté de Monsieur Caca, enfin c'était n'importe quoi avec les 6 ans. Le Roi des fauves, quoi. Donc on me Oui, dit c'est un peu violent. non, il va... Ah ouais, non, mais je me suis dit, mais le bouquin il est mort, quoi, il va se planter. Donc, non, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des gens qui l'ont sélectionné à leur prix. Et après, du bouche à oreille qui s'est fait sur la durée. Parce que dans mon cas, je fais du long seller. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire des démarrages canonissimes et après le bouquin disparaît. Je suis sur des bouquins qui existent sur plusieurs années et sur la durée, ce qui est plutôt pas mal pour la vie des bouquins. Ce qui n'est pas le cas de Chevaux de Foot, par exemple, qui lui, chez Magnard, a fait un démarrage canon. C'était assez impressionnant parce que je crois qu'il s'en est vendu 1000 exemplaires en 3 semaines, enfin un très 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 beau démarrage. Mais après, finalement, là, le bouquin, ça y est, il a complètement fini son existence. Alors que Le Roi des Fauves, bah, aussi grâce au passage en poche chez Pocket, existe toujours alors qu'il est paru en 2015. À la base, il a 7 ans ce bouquin. Oui, ça fait plaisir de voir aussi les lecteurs qui peuvent te parler à nouveau de ton livre, quoi. Il n'est pas Oui, tombé. oui, 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 oui. Tout à fait. Là, je l'ai encore dédicacé là, il y a quelques jours à quelqu'un. Je me suis dit, mais c'est trop bien, quoi. C'est pas mon premier, mais presque, parce que c'est vrai que c'est avec lui que tout a vraiment commencé, quoi. Et après, tu as enchaîné. Alors, je crois que tu avais quand même
Alors, tu as enchaîné presque un par an, voire même plus. Et est-ce que c'est parce que tu avais du stock de travail avant, ou est-ce que tu arrives à avoir un rythme soutenu et produire un roman par an à peu près? J'avais pas de stock, c'est sur le rythme. C'est sur le rythme. Moi, C'est j'ai sur le une rythme, ok. grosse discipline de travail. J'ai toujours considéré l'écriture comme un sport Mhm. et que tu vas muscler, en fait. Tu vas gagner du muscle et plus tu te muscles et plus tu iras vite. Encore la métaphore de la vitesse. Donc, Mhm. moi, j'ai une façon d'écrire aussi qui me convient bien, c'est-à-dire que pour continuer à filer les métaphores, qui est d'écrire au sprint. C'est-à-dire que Mhm. je fais un premier jet vraiment dans l'énergie, je ne me retourne pas sur ce que j'ai écrit, je ne relis pas ce que j'ai écrit, sinon ça risque de m'arrêter en fait, et voire de me tétaniser, donc, parce que c'est pas bon le premier jet Mhm. clairement. Donc je préfère écrire un premier jet au sprint. Là, pour vous donner un exemple, sur le dernier que j'ai écrit cet été, je l'ai écrit en 7 semaines le premier Mhm. jet. Ok. Mais là, les corrections derrière sont monstrueuses. C'est Mhm. monstrueux, il y a quasiment tout à refaire, quoi. Mhm. Du coup, c'est pas non plus la panacée, cette méthode-là, mais au moins, le roman est là. Le roman existe, il a une première ligne, il a une dernière ligne, il existe sur un disque dur, enfin, il y a de la matière. Aussi, une autre métaphore que j'ai, c'est de forger une épée. C'est-à-dire qu'on va, le premier jet, c'est cette première épée, et après tu peux la marteler avec ton marteau et faire ton travail de Mhm. forgeron. Mais derrière, tu as quand même une espèce de colonne vertébrale d'acier qui, elle, ne bougera plus vraiment, en fait, qui est, je trouve, l'essence du texte et l'âme du texte. Et ça, pour moi, après, ça c'est indéboulonnable. Et cette Mhm. énergie-là, quand on l'a fait au sprint, avec cette espèce de violence-là, eh ben, je trouve que c'est pas mal. Et aussi, il y a des choses qui apparaissent lors du sprint qui n'étaient pas voulues, c'est-à-dire que qui n'étaient pas prévues. Notamment, je ne prévois jamais ma fin quand je commence à écrire. La fin est complètement ouverte, je ne sais pas, et j'attends que la fin surgisse d'elle-même. Ainsi, si la fin me surprend moi-même, je pense que la fin surprendra le lecteur. Donc je trouve cette méthode plutôt efficace. Après, encore une fois, hein, c'est pas, il n'y a pas une méthode, il y en a plein. J'en ai tenté, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai essayé d'écrire un bouquin en appliquant la méthode Trubide, et je sais plus combien d'étapes, 23 ou 27, enfin beaucoup d'étapes. Le Roi des Fauves a Ouais. été écrit avec la méthode assez classique de la structure en 3 actes Mhm. de Snyder. Ce qui m'a beaucoup aidé. Moi, je trouve que quand on débute, la structure en 3 actes de Snyder est plutôt efficace. Et Mhm. après, Ok. on peut s'en écarter et s'en détacher. Je sais plus pourquoi je disais tout ça, mais oui, alors la discipline, voilà, comme du sport en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'aller courir. Mhm. Ouais. On se dit, ah, j'ai la flemme. Et l'écriture, c'est pareil. C'est vraiment, mais même moi encore aujourd'hui, je dis, ah, j'ai pas envie le matin, là, quand je me mets à 10 heures, je me dis, oh là là, c'est dur et tout. Et en fait, non, quand t'es dedans, quand tu commences à courir, quand tu te lances, après, t'es pris dans une sorte d'élan qui t'amène au bout Mhm. de ta session. Et quand t'as fini ta session, comme quand t'as fini de courir, bah, t'es hyper bien en fait. Il y a une espèce d'endorphine qui s'est Mhm. sécrétée dans ton corps et qui te fait planer. Et c'est aussi cette sensation-là qui est très agréable dans cette activité créative. Il faut tromper son cerveau aussi pour dire genre, allez, je commence un quart d'heure, on verra ce que ça donne, et après, bon voilà, une fois que t'es parti, t'es lancé quoi. Pourquoi pas? Pourquoi Comme en pas? Moi, course. je trouve que ça marche assez bien parce qu'on peut être un peu dépassé par l'ampleur de la tâche, se sentir au pied d'une montagne et se dire non, mais j'y arriverai pas. Mais ok, je fais un quart d'heure. Tu vois ce que tu dis? Je trouve ça hyper intéressant de se fixer des mini-distances. Pas forcément de monter au sommet de la montagne, mais de se dire ouais, bah, je vais faire 100 mètres. Et en fait, en vrai, ça se trouve, tu vas faire 500 mètres, ça se trouve, tu vas faire 1 kilomètre. Donc, ouais, des petites étapes. Par contre, alors encore une fois, ce n'est que ma posture et mon avis, mais je suis assez partisane de pratiquer très régulièrement. Très régulièrement. À titre personnel, c'est vraiment tous les jours. Oui, mais parce qu'il faut avoir
pour atteindre la transe, il faut avoir l'histoire en tête, en fait. Il faut que ton cerveau soit habitué à travailler dessus en permanence, quasiment en tâche de fond. Bah, je pense que c'est plus facile aussi. C'est vrai que tu reviens, tu te remets plus vite dedans. Et si hélas, pour des raisons ou d'autres, on est trop fatigué, ce qui peut arriver, hein. Enfin, moi, ça m'arrive, c'est évidemment que ça m'est arrivé quand je bossais à plein temps à l'hôpital, mais je rentrais le soir, mais j'étais déglinguée, c'était impossible d'écrire. Donc tout ça est bien complexe à gérer, entre sa fatigue, entre toutes les tâches qu'il y a à faire, voilà, les personnes qui s'occupent des enfants rentrant le soir, ou la journée, etc. C'est pas simple de dégager du temps pour son activité d'écriture. Et malgré tout, pensez à vous. Pensez à vous, pensez à votre passion, chérissez votre passion, trouvez des moments pour vous. C'est important. Donc, ne vous laissez pas envahir par l'extérieur et pensez aussi à ce qui vient de vous et ce qui essaie de monter d'émerger à la surface de votre être. Je parlais des concepts, des forts concepts que tu mets dans tes romans. Le suivant qui m'a frappé, c'est les loups chantants, parce que c'est cette histoire de loups psychiques qui attirent leurs victimes, de meutes de loups qui attirent leurs victimes avec leur chant. Je trouvais ça aussi très fort, en fait, comme image. C'est un roman très particulier, Les Loups Chantants. D'ailleurs, c'est mon best-seller, en vrai. C'est lui qui s'est le plus écoulé. Et c'est un roman très particulier, parce que je l'ai écrit dans une période dure de ma vie, où j'étais en deuil. C'est un roman sur le deuil. C'est un roman qui a deux axes, donc celui-là, de parler de la mort tout le temps. Et de façon plus joyeuse et plus positive, on voit que j'étais en train d'osciller entre la vie et la mort, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est rien de simple. Et qui est aussi sur la liberté. De faire ses propres choix. Et c'est ça que les loups incarnent en même temps cette dimension mortifère. Viens avec moi, mets ta gorge entre mes crocs, mais aussi incarne aussi une liberté absolue. Viens avec moi, tu seras libre. Laisse tout derrière toi et viens courir avec moi. Les loups chantants incarnent aussi un livre important pour moi dans ma vie, qui est Femme qui court avec les loups. Et c'est ça dont parle La Louve de tête, d'être authentique, d'être soi, de réveiller son soi sauvage, de ne pas se laisser bouffer par l'extérieur. Ouais, tu parles là de aussi, voilà, ça se passe dans la neige, il y a des chiens de traîneau, et ce qui incarne cette liberté dont tu parlais. D'ailleurs, je pense que cette liberté-là, c'est vraiment, quand je parlais d'aventure, la machine du young adulte qui entraîne, je pense que la liberté, c'est vraiment le moteur du young adulte. En fait, c'est vraiment ça qu'on a envie de rechercher quand on lit du young adulte. Là, tu parles, voilà, donc il y a une histoire de glace, de neige. Je me suis demandé si tu étais. Je sais que tu as des chiens, tu as eu des chiens plusieurs générations. Est-ce que tu as pratiqué, tu as eu l'occasion d'être tiré par des chiens sur un traîneau, Non. D'avoir cette liberté? Non. T'as pas eu ça? Non. Et c'est drôle parce que souvent les gens en parlent, et mon éditeur aussi m'a dit, mais t'étais avec Jack London, tu vois la vérité. Mais non, mais pas du tout, j'ai jamais fait ça. Donc non, c'est de la recherche en fait, hein. De se renseigner sur la discipline. Moi j'ai fait d'autres disciplines avec canine, mais pas celle-là. Moi j'ai fait une fois avec ma fille, j'ai pratiqué derrière un traîneau, mais c'était l'été, donc les chiens courent pas très longtemps. Voilà, c'est juste un échauffement sur la terre. Ils peuvent pas courir. Ils peuvent courir longtemps sur la neige, mais pas sur la terre, parce qu'il faut vraiment tracter très fort et puis les aider aussi en poussant. Mais c'est impressionnant parce que c'est des chiens vraiment très indépendants, quoi. Donc voilà, il y a un vrai effet de meute, et voilà, c'est
c'est pas des chiens pour, voilà, pour caresser ou ils ont une vraie personnalité. Des primitifs, C'est ça, exactement. des chiens de race primitive. Moi j'ai des chiens de berger, c'est pas pareil, hein. Ah oui, c'est plus proche de l'homme. Oui. Un concept aussi fou, la mort du temps. C'est une onde de choc qui mélange tout un tas d'époques et de personnalités. C'est encore, ouais, c'est encore très fort La mort comme du temps, concept. c'est un Ouais. tremblement de terre temporel. Un séisme temporel qui fracasse le monde, non pas physiquement, enfin quoique, si un peu quand même, mais qui mélange toutes les époques au même endroit. Je suis partie d'une image très commune en fait, qu'on voit un peu partout en ville, enfin, dans les villes où je suis, où il y a beaucoup de destruction d'immeubles, où Mhm. on voit en fait les anciens papiers peints des gens. Tu sais, tu vois le Oui, mur qui est cassé, et tu vois des vieilles ouais. salles de bain, tu vois des vieux papiers peints désuets avec des fleurs et tout. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop génial, on pourrait faire une architecture où ça empile plein d'époques. Et donc j'ai eu Mhm. cette idée de Paris, où Paris aurait le Paris Lutèce, le Paris du Moyen Âge, le Paris haussmannien, qui serait au même endroit en fait, en des couches superposées. Et je trouvais ça hyper fun en fait à décrire. En fait, la mort du temps, c'est surtout partie d'un délire architectural dans ma tête. Et j'avais envie de m'amuser avec ça. Et après, voilà, il y a des gens qui, en fait, d'époques différentes qui se retrouvent aspirés par le séisme et placés à la même époque que notre jeune héroïne. Mhm. Mais c'est bien, tu appliques la règle. Ouais, tu écris des choses, ça a l'air cool, donc écrivons-le. Ce qui est génial. Oui, non, c'est clair. En fait, l'idée de départ, c'est toujours ah ouais, mais ça pourrait être trop bien, hein. Il y a quand même un gros enthousiasme, même si c'est des histoires dures, hein. C'est ça qui Mhm. est paradoxal. Mhm. Oui, parce qu'après, tu as enchaîné avec le dieu oiseau, donc ça, c'est aussi dur comme histoire, parce que ça. Donc, c'est une histoire avec une île qui a 10 tribus, et je crois que tous les 10 ans, il y a une espèce de combat pour désigner la tribu qui sera le chef. Et, et là, donc, ça se passe pas forcément bien pour les vaincus. Donc, il y a une tribu qui est massacrée. Et quelques années, 10 ans plus tard, le titre est remis en jeu. Donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce qu'il va y avoir une vengeance des tribus massacrées? C'est ça le Le principe. héros de l'histoire a été victime il y a 10 ans. Mm. Il a été réduit en esclavage et quand la compétition recommence, ça rebat toutes les cartes en fait. Il a la Mm. possibilité d'y participer et de prendre sa revanche. Mais est-ce qu'il en est capable en fait? Est-ce qu'il a encore les moyens, après en avoir pris plein la gueule, de se relever, de rassembler ses forces et de repartir au combat dans les épreuves du jeu, quoi, de la compétition? Et cette idée m'était venue. J'ai vraiment envie de travailler sur le traumatisme psychique et sur le long cours. C'est-à-dire vraiment de prendre tout un roman entier pour parler du traumatisme psychique parce que j'avais le sentiment à l'époque, hein, donc quand je regardais Walking Dead par exemple, que les personnages étaient très résilients assez vite et ils vivaient des choses absolument terribles et puis qu'ils repartaient euh, à l'assaut rapidement. Mais pourquoi pas, hein, c'est pas un souci. Mais là, j'avais envie sur un roman en fait de montrer un personnage qui est encore affecté par lourdement, très très lourdement par son passé, par les épreuves, qui porte un tas de cicatrices psychiques et un lourd fardeau sur le dos. C'est vraiment parti de ça. Et après, c'est vrai que c'est un roman qui est violent, qui est sombre. C'est le plus sombre de tous. Et je ne réécrirai pas forcément ce roman aujourd'hui. J'ai envie d'autre chose. Je pense que L'épée, la famine et la peste l'exprime à sa façon, qui est un roman de dark fantasy, mais qui va montrer des personnages qui s'entraident et non pas des personnages qui coulent comme dans Le Roi des Fauves ou dans Le Dieu Oiseau, des personnages qui finissent par être seuls, qui ne peuvent compter sur personne.
Là, vraiment, dans l'épée, la famine et la peste, et c'est vraiment ce vers quoi je tends aujourd'hui, c'est des personnages qui fonctionnent en groupe, qui sont solidaires, qui peuvent compter les uns sur les autres, et je trouve que cela met de la lumière dans l'univers de Dark Fantasy. Et c'est ça qui m'intéresse actuellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ambiance qui est grise, qui est lourde, qui peut être avec des moments horrifiques, dont on parlait au début du podcast. Mais vous avez ces trois personnages-là qui, en fait, comme les araignées elles-mêmes, vont tisser des liens entre eux. Et des liens qui sont forts. J'ai vraiment envie de cette dimension de famille. C'est-à-dire, c'est pas ta famille. Ils se rencontrent complètement par hasard. Ils tombent les uns sur les autres par hasard. Mais ils vont vivre quelque chose de fort, tous les trois. Ouais, tu as. Enfin, c'est vraiment intéressant ce que tu exprimes parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de. Enfin, souvent, c'est une quête solitaire, quoi. La fantasy, euh, ça va être Frodon qui s'extrait du groupe pour aller seul avec Sam porter l'anneau. Il y a quand même. Il y a quand même une quête qui est solitaire et c'est intéressant de prendre le contre-pied. Surtout que bah, tu l'as évoqué, mais il y a quand même dans ton œuvre, tu as des travaux qui sont bah, sur la catastrophe climatique, sur tout un tas de dangers qui menacent en fait l'humanité et, et bah, cet appel en fait à la solidarité, c'est quand même intéressant aussi de l'amener dans un autre domaine, pas dans le post-apo, mais dans la fantaisie aussi. Donc ouais, c'est assez intéressant. J'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Je pense qu'on est en train de passer un cap. Je pense qu'on l'a franchi déjà en fiction. On a fait du post-apo, on a parlé un peu en lanceur d'alerte. Mmh. De dire bon voilà, attention, ça va pas, ça va mal, on va dans le mur et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que maintenant, tout le monde, enfin, il n'y a plus de. Enfin, on va pas nier le dérèglement climatique, on n'en est plus là. Donc, qu'est-ce que tu proposes, toi, maintenant, en tant qu'auteur? Vers quoi tu vas? Est-ce qu'on va continuer de tourner de la dystopie, sur du post-apo? Est-ce qu'on va rester sur des images de Mad Max? Ou est-ce qu'on va aller ailleurs? Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des propositions un peu nouvelles dans la fiction, dans le romanesque. Par contre, moi, j'ai pas de solution en fait. Mmh. On est un peu en attente, mais je m'inclus dedans. Hein. On se dirait ah oui, bah tiens, les auteurs de SFF, ils pourraient nous proposer des pistes. C'est des visionnaires. Ils vont. Quel est le mode d'emploi? Voilà, comment on s'en sort maintenant de tout ça? Mais en fait, moi, des solutions, j'en ai pas. Donc, j'ai pas de mode d'emploi. J'ai pas de mode d'emploi. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh ben, je vais mettre en scène des personnages. Des personnages qui vont, comme je disais tout à l'heure, qui vont surmonter leurs différences, leurs contradictions, qui vont essayer d'avancer ensemble. Voilà, moi c'est là où j'en suis actuellement, c'est cette dimension-là qui m'intéresse de travailler et de ramener un peu d'espoir. Pas d'utopie, hein. Moi j'écris pas de l'utopie, j'en suis pas encore à faire du pop-punk ou des trucs comme ça, des récits dans ce genre, mais de ramener quand même quelque chose de la lumière dans mes textes. C'est aussi le cas du désert des couleurs, hein, qui clairement Mmh. parle d'un sujet qui n'est pas facile, qui est même horrible, mais qui ramène de la lumière sur les ombres. C'est intéressant parce que je pensais aussi à cette histoire de SSFF positive, mais il y a deux. Enfin, pourquoi il y a tant de romans sombres, etc. Et je me disais, bah, déjà, c'est plus facile. Enfin, voilà, on écrit des histoires, donc il faut un peu de confrontation, d'opposition. Donc, on est souvent sur une pente descendante pendant un certain temps dans le roman. Et puis, bah, comme tu dis, on n'a pas de solution. Donc, on tire un trait,
on fait une projection et la projection, bah, elle n'est pas dans la bonne direction en ce moment. Donc c'est aussi ça. Et ce qui est intéressant dans ta proposition, c'est que tu prends le problème différemment en essayant de replacer qu'est-ce que l'héroïsme et tu redéfinis un peu voilà, la quête héroïque. C'est plus la quête d'une personne, c'est la quête d'un groupe en fait. Donc c'est aussi intéressant. Sur les relations humaines et sur l'humain. Moi j'ai du mal à faire des récits avec beaucoup de hauteur. Je suis très vraiment à hauteur d'homme en fait. Assez les Mm. pieds dans la boue, les personnages qui se débattent. Mais voilà, qu'ils puissent au moins compter sur le compagnon d'à côté. Je réécoutais ce week-end un podcast avec Catherine Dufour qui parle qui prend la métaphore de l'accident de voiture. C'est-à-dire que si vous avez la tête pleine d'accidents de voiture, ben forcément c'est vers le futur, il va être un futur accidenté, quoi. Et qu'il faut remettre du positif aussi là-dedans. Et elle emploie l'expression de désincarcérer le futur par la fiction. Et je trouve ça pas mal. Après, moi, je dis pas que je fais ça, hein, pas du tout. Hein, c'est dur en fait. C'est très difficile de proposer des récits qui vont vers des constructions utopiques. Hein. Parce que comme tu le disais, évidemment qu'il faut qu'on écrive de bonnes histoires. Et des bonnes histoires, c'est où il y a un bon conflit. Quand il y a du conflit, ben, c'est chouette. On adore le conflit en histoire, en fiction. On va parler un peu on a déjà évoqué, mais un peu de ton dernier roman qui est L'épée, la famine et la peste. Donc là, le tome 1 vient de sortir chez Scrinéo. Et c'est un concept intéressant parce que c'est un diptyque, donc il y aura deux tomes, où j'ai l'impression dans lequel tu joues sur les points de vue, c'est ça. Donc alors l'histoire, bah, vas-y, je te laisse raconter l'histoire. C'est vraiment une histoire de métaphore aussi de la dépression aussi dans ces araignées qui sont dans les têtes. Ouais, il est pas facile à pitcher. C'est un roman, en fait, un univers, c'est de la médiéval fantasy, hein, et c'est un univers où en fait les araignées pullulent. Il y en a de plus en plus, et elles tissent leur toile dans la tête des hommes, et les pensées des hommes ralentissent et s'engluent dans la toile, et les gens sombrent dans des mélancolies profondes qui les amènent jusqu'à la mort. Il y a des villages entiers qui sont pris dans les toiles, bref, ça va vraiment plus, c'est une catastrophe. Et donc c'est l'Église hein, qui dépêche dans tout le royaume des inquisiteurs pour traquer ceux qu'ils estiment être les responsables du phénomène, des sorcières. On accuse des femmes d'être des sorcières araignées, donc on les appelle les tarantas, et d'être à l'origine de toute cette infestation d'araignées. Donc on va suivre 3 personnages, donc une petite adolescente qui a 15 ans, qui va être accusée d'être une taranta par un homme. Et donc elle va être embarquée par l'Inquisition. Un jeune garçon qui va être accusé, lui, d'être un loup-garou. Et un vétéran de la guerre, un soldat très très abîmé, qui porte un poids très lourd sur les épaules, un passé très lourd, qui lui a perdu sa femme et son fils à cause des araignées, et il était au bord du suicide. Au début du roman, on le voit, il va se jeter du haut d'une falaise, mais lui apparaît de façon miraculeuse un cerf extraordinaire. Un cerf avec le cerf de la couverture, en fait, avec des bois en métal qui ressemblent à des épées entrecroisées, et dans l'œil du cerf, il voit son fils. Donc il se dit, mais là, on m'envoie un signe. C'est un signe. Donc ne te suicide pas, ne te jette pas du haut de cette falaise, et maintenant, essaie de trouver comment tu peux sortir ton fils de l'œil du cerf. C'est une drôle d'histoire. Donc on va avoir ces 3 personnages qui vont finalement se rejoindre, le démon de la guerre, loup-garou et la sorcière araignée. J'avais envie de jouer aussi sur ils vont être évidemment pris en chasse par l'Inquisition. Donc c'est une chasse aux sorcières, hein, ce premier tome. On est du point de vue de nos 3 héros, sorcières, loups et soldats. Et dans le deuxième tome, alors là,
Il va falloir que les lecteurs s'accrochent, parce que je fais une petite acrobatie. Retournement de point de vue total. C'est un roman qui va pivoter sur son axe, et en fait, la deuxième partie du roman se passe du point de vue des deux inquisiteurs. Donc, on va considérer nos trois héros du 1 à travers les yeux des inquisiteurs qui les pourchassaient dans le 1. Et j'ai vraiment construit le roman en diptyque pour ça. C'était ma volonté de départ. C'est un choix qui a été conscientisé dès le début, de faire un roman qui s'enroule autour d'un pivot et qui se désenroule en tome 2. Mon modèle, c'était Mulholland Drive de David Lynch, où on a un pivot incroyable au centre du film, dans un théâtre. Et pareil, il y a un phénomène d'enroulement et de déroulement. Donc c'était ça que j'ai eu envie de faire avec ce diptyque. Par contre, le retournement de point de vue va être violent. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont pas, ils vont pas accrocher, vont se dire non, je peux pas. Mais je pense que ça fonctionne. Je pense que vous allez vous attacher aux inquisiteurs, parce que vous allez vous mettre dans leurs bottes et vous allez voir en fait le monde à travers leurs yeux. C'est le but, en tout cas. C'est vraiment de renverser les points de vue. Et après, on rebascule après. Donc L'épée, la famille et la peste, c'est un roman de point de vue. Mais c'est pour ça que je me suis lancé dedans, parce qu'effectivement, ce jeu sur les points de vue me semble très alléchant. Quand je disais que tu fais tu construis des histoires avec des concepts très forts, voilà, c'est encore un bel exemple. Merci. On n'a pas parlé de ton travail en BD. Tu avais évoqué tout à l'heure un petit peu le travail de BD. Je crois que tu as travaillé sur une BD, c'est ça Alors, en fait, j'ai publié une BD, La baleine blanche des mers mortes, voilà, qui a été publiée en septembre 2021. Mais je travaille beaucoup actuellement. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 autres en cours. Ah oui. Donc ça sortira, mais c'est long. C'est un travail de longue haleine, parce que donc on travaille avec l'illustrateur sur 1 an, voire plus, pour les illustrations. Donc la prochaine paraîtra mi-janvier. Elle s'appelle Equinox. C'est une BD plutôt pour les plus jeunes, mais tout le monde peut lire s'il a envie de s'évader. Ça m'est venu dans un moment, encore une fois, quand on parlait des dystopies, utopies, où je me suis dit non, mais là, le monde a besoin d'animaux qui parlent et de nature merveilleuse. Alors j'avais envie de faire une fantaisie qui soit très belle, très très belle. Et c'est magnifiquement soutenu par le dessin d'Aurora Gate, les couleurs sont éclatantes. J'ai vraiment hâte de la montrer au lecteur. Moi, j'adore. Okay. Et comment tu as réussi à passer à la BD en venant du roman? Parce que c'est un exercice complètement différent de scénariser une BD, c'est même spatial. Enfin voilà, tu as de la mise en page, enfin, faut caler sur la structure de page. Comment t'as travaillé ça en fait? Comment t'as appris ça? En fait, j'en faisais quand j'étais ado. Donc je copiais à l'époque les mangas que je lisais. Enfin, je les copiais. Je structurais mes pages avec ce que je lisais à côté. Je lisais surtout Katsuhiro Otomo. Hein. On était à l'époque d'Akira, de Rêve d'enfant. Pour moi, c'était mon modèle numéro 1. Donc j'en ai fait malgré tout, mais j'aurais pas osé. J'aurais pas osé me lancer, parce que voilà, j'avais choisi d'être romancière, comme je disais au début de notre entretien. Et en fait, on est venu me chercher. C'est Christophe Arliston qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, moi je cherche des romanciers pour être scénariste de ma collection chez Draco, et je te forme. Parce que moi je dis non mais je vais pas y arriver et tout. Il me dit, non mais t'inquiète, je serai avec toi et je te montrerai. Donc il m'a envoyé des modèles de scénarios de lui, de ses scénarios, de comment ça fonctionnait avec les. Bon, après je vais pas détailler ça maintenant, puis on n'aurait pas le temps, mais voilà, grâce au modèle qu'il m'a envoyé, j'ai pu moi capter comment ça marchait. Et comme j'ai une imagination qui est très visuelle, mais je pense comme beaucoup d'auteurs, parce qu'on est quand même, c'est plus comme les auteurs de l'ancien temps qui n'avaient pas des films et la télé. Nous, on a baigné dans l'image depuis qu'on est gamin.
Donc, on a quand même des imaginaires qui sont visuels. Donc, moi, j'ai commencé aussi à faire des romans en faisant des travelling, en faisant des plans séquences. Il y a un plan séquence dans Yardam, par exemple, où le personnage est dans un couloir et traverse un couloir qui m'a été inspiré par Old Boy, où il y a un film de bataille dans un couloir. C'est la même chose, je veux dire. J'ai regardé Old Boy pour faire ma scène de baston dans un couloir. Donc voilà, il y a quand même un imaginaire visuel aussi quand t'es romancier. Et du coup, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de faire la bascule. Parce que quand t'écris une histoire, bah, tu la vois, tu la visualises. Du coup, de faire une planche de BD, c'est un autre effort, c'est une autre énergie. C'est quelque chose de très intense parce que c'est très court. T'as 50 pages. Et en fait, moi, dans ma tête, je vais télécharger, entre guillemets, toute la page. Je fais rien, en fait, je suis devant mon écran, je fais rien, j'ai les bras croisés, et je visualise toute la page, et après, je l'écris. Ce que tu fais pas en roman. En roman, t'es en continu. En fait, tu galopes en continu. Tac, 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 tac. Tu écris ce que tu vois. Tandis qu'en BD, tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, OK, ma page, c'est ça. OK, je l'écris. Donc, mais je dirais que c'est ça la différence, en fait. Mais c'est deux Tu énergies travailles par différentes. un flux ou un bloc. C'est en bloc ou en Ouais, flux. Ouais, ouais, Mm. ouais. Mais c'est super chouette. Enfin, moi, je kiffe, hein. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu cette opportunité-là. Mm. Ok, bah écoute, c'est passionnant. Je pense que, hélas, on n'a pas pu tout aborder. Tu avais évoqué Yardam, là, c'est aussi concept très très fort. Je me suis demandé, donc il y a une histoire d'épidémie dans Yardam. Ça a dû sortir en 2020, donc je pense que ça a été écrit avant notre épidémie de Covid, non? Ou Horrible. pendant? Horrible. Là, j'ai fait un truc. Je disais que j'étais pas visionnaire tout à l'heure. Et que là, j'ai tapé en plein dans le mille. En fait, quand j'ai commencé à écrire Yardam, je me dis, ah, ouais, je vais faire un truc en huis clos dans une ville qui sera fermée à cause d'une épidémie. Oh, qu'est-ce que c'est original, dis donc, de faire ça en fantasy. Oh là là. Et le bouquin paraît en mars 2020 dans des librairies fermées. Ça a été le bouquin, Ouais, terrible. il s'est pris un mur, quoi. Ouais, L'accident bête. ouais, ouais. Non, pour moi, Effectivement. bon, c'était dommage. J'étais un peu désolée pour le bouquin, mais c'était mon 10e. Je pense aux jeunes auteurs qui ont pris le mur Ouais. des librairies fermées où c'était leur premier roman. Mm. C'était hard parce que tu te fais une joie de publier ton premier roman. Et puis, bon, après, encore une fois, hein, évidemment, hein, je relativise nos petits romans par rapport à ce qui était en train de se passer. C'était rien, Mm. quoi. Ouais. Enfin, on relativisait. Hein. Et oui, c'était vraiment une coïncidence, entre guillemets, extraordinaire. Que de parler d'un roman sur une ville en huis clos à cause d'une épidémie et la parution 17 mars 2020, quoi. Exactement. Mais écoute, ça m'a frappé aussi. Eh bien, écoute, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Hélas, on peut pas, voilà, je peux aller beaucoup plus loin, mais on a fait le tour, j'espère, de ton actualité. Donc, en 2023, il y aura la suite de L'épée, la famine et la peste. Il y aura peut-être des BD à ce moment-là qui vont sortir. Est-ce que tu as d'autres choses qui sont en cours dont tu veux parler ou... Je reviens à la jeunesse aussi. Donc, Ah. tout petit roman pour la jeunesse, pour les enfants, pour les Mhm. 8-12, qui sera un roman illustré de SF, qui va Mhm. s'appeler Pirates de l'espace, les baleines stellaires. Donc, c'est sur Ok. des petits héros qui vont avoir une aventure avec des baleines dans l'espace. Mhm. Donc, C'est la première fois que tu fais ça de va être tout. la SF? Oui, pour moi, oui. Mais attends, c'est pas de la SF. Parce que Ah oui. l'éditrice me dit oui, je veux de la SF et tout, ça va être très bien. Je dis oui, c'est ça, faisons de la SF. En fait, j'ai fait de la fantasy dans l'espace, quoi. Ok. C'est pas très, très SF, c'est très, très fantasy en réalité. Hein. Mais c'est dans Ouais. l'espace. Voilà. Bon, bah, c'est génial. Bah, Je écoute, suis merci une beaucoup, grosse hein, Aurélie. escroc. Hein. Ouais. Eh ben, avec plaisir. Merci C'était pour ton franchement invitation. incroyable comme interview. J'ai passé un excellent moment avec toi. Et c'était vraiment bien de pouvoir rentrer dans la construction de tes romans parce qu'il y a toujours. Ben voilà, bien pu visualiser qu'il y a toujours voilà, une idée, un mécanisme derrière qui est passionnant. Donc, c'était bien de pouvoir aller au-delà et passer le miroir avec toi.
Merci. Et au plaisir, et au plaisir de se croiser à nouveau dans des festivals et autres à l'occasion. Oui, je serai là. Merci beaucoup, Ali, à bientôt. À bientôt, au revoir.